All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, Clive Johnson, programmeur réseau chez CIG, a répondu à deux topics concernant le mauvais framerate de la 3.0 sur le PTU. Dans Star Citizen, le code réseau en général est souvent accusé d'être à l'origine du framerate pourri qu'on a en mode en ligne, tout simplement parce qu'on ne l'a pas en mode hors ligne. Clive Johnson est un peu rentré dans les détails à ce sujet. Il a expliqué que le framerate n'a rien à voir avec le fait de jouer en ligne ou non. Actuellement dans Star Citizen, et je crois que c'est le cas parce que c'est fait comme ça de base sur le CryEngine, tout ce qui se passe sur une partie en ligne est transféré à tous les autres joueurs. Si vous avez une meilleure framerate en mode hors ligne, c'est parce que votre ordinateur ne doit pas traiter une énorme quantité de données concernant des dizaines de joueurs et de vaisseaux. C'est aussi pour ça qu'il est souvent dit que plus une instance est récente, plus le framerate y est bon, car une instance vieille contient déjà les restes de l'activité de plein de joueurs, comme des épaves qui n'ont pas été supprimées. Dans le développement de jeux vidéo, il existe un concept qui va nous intéresser et qui s'appelle le culling. To cull, en anglais, est un verbe qu'on utilise en général quand on parle d'agriculture ou de chasse, et qui signifie abattre, supprimer, de façon sélective. Dans le contexte du développement de jeux vidéo, on parle de culling pour désigner des techniques qui interviennent lors du rendu 3D, et qui permettent de ne pas générer certains éléments inutiles, comme ceux que le joueur ne peut pas voir. J'ai pas trouvé ce terme employé pour parler d'optimisation du code réseau dans les jeux vidéo, mais c'est ce que fait CIG. Donc quand vous entendrez CIG parler de culling, ils seront peut-être pas en train de parler de suppression sélective de certains éléments visuels, mais de suppression sélective de certaines données transmises sur le réseau. Et c'est ça qui va nous intéresser, car c'est ça qui va permettre d'alléger la quantité de données transmises sur nos clients et du coup le framerate. En fait, ce procédé a déjà été essayé pendant la phase évocative de la 3.0. C'est apparemment grâce à ça qu'on a pu entendre parler de serveurs avec des dizaines de joueurs et un framerate correct. Ça a été désactivé pour la phase PTU, mais il a été indiqué dans le schedule report de la semaine dernière que le range-based culling était en phase de test. Concrètement, grâce à ça, le serveur ne vous transmettra plus d'informations concernant un joueur et ce qu'il est en train de faire s'il est de l'autre côté d'un système planétaire. On peut imaginer d'autres méthodes du même genre. Le container culling pourrait être mis en place afin de ne pas envoyer les données de ce qui se passe à l'intérieur d'un vaisseau à un joueur à l'extérieur. De même, un tick rate variable pourrait être mis en place afin d'accorder plus de rafraîchissement de données au groupe en pleine bataille spatiale et moins à un joueur tout seul en train de rien faire. Quoi qu'il en soit, si ce sujet vous intéresse, rendez-vous le vendredi 19 janvier à 21h heure française pour une émission où Clive Johnson répondra à nos questions. Toujours lundi, on a eu quelques infos intéressantes lors du Citizen of the Stars. Le nouveau launcher sera capable de lancer plusieurs jeux différents, ce qui permettra de lancer Squadron 42 quand il sera disponible, et aussi de lancer les jeux avec des configurations différentes. Les prochaines étapes concernant le Spectrum sont dans l'ordre: l'intégration des organisations, l'intégration du Spectrum en jeu via un overlay, et l'intégration de la VoIP. Le lore post de mardi était le dernier volet d'une trilogie relatant l'entraînement d'un groupe de recrues dans la marine de l'UE. Je vais pas vous le raconter parce que c'est beaucoup trop bien écrit pour que je parvienne à le retranscrire de façon intéressante. Je vous invite à aller les lire par vous-même sur le site de CIG ou lire les deux premières parties sur le site de la Trad Team, dont je vous mets les liens en description. Personnellement, j'ai adoré parce que ça fait écho à des tas d'œuvres que j'adore. Leur premier jour, on leur gueule dessus et on leur dit de se casser s'ils le sentent pas, me rappelle Starship Trooper. L'entraînement où ils doivent se retaper des courses à pied au moindre truc qui va pas me rappelle Bendis Brothers. Les conseils de l'instructeur, comme quoi un pilote doit apprendre de ses erreurs et surmonter les échecs, me fait penser à Top Gun. Et pour finir, leur entraînement en simulateur contre des vétérans avec des superviseurs qui leur mettent volontairement des bâtons dans les roues, ça me fait clairement penser aux excellents romans Les X-Wing de Michael Stackpole, que vous devez absolument lire si vous aimez tout ce qui tourne autour des pilotes rebelles de Star Wars. Clairement, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu que 3 chapitres assez courts, car c'est un sujet qui pourrait faire un livre vraiment sympa. Mercredi, on a retrouvé Mark Abent pour un épisode de Bug Smashers. Il nous a présenté un bug où les tableaux de bord d'un joueur pouvaient être éteints lorsqu'un joueur éteignait un autre tableau de bord similaire. Dans le code de Star Citizen, beaucoup de choses sont organisées sur le schéma suivant. Le code concernant le joueur va interagir avec une classe qu'on appelle un contrôleur, et c'est ce contrôleur qui va avoir la main sur des éléments. Par exemple, le Weapon Controller est la classe de code qui sert de passerelle, en quelque sorte, entre le joueur et les armes d'un vaisseau. Le problème ici, c'était que le code permettant d'allumer ou d'éteindre un tableau de bord n'était pas contenu dans la classe du tableau de bord, mais dans la classe du contrôleur. Il a juste eu à rapatrier le code dans la bonne classe, mais je vais pas tout détailler car il va vraiment trop vite pour moi. L'émission de jeudi est revenue sur les bugs empêchant la sortie de la 3.0 sur le live. Je pense que la plupart des bugs sur le cargo et le shopping doivent être déjà corrigés car ils n'en présentent plus et sont passés directement aux missions. Ils ont fait des sessions de tests là-dessus pour vérifier notamment que les PNJ réagissent avec des bonnes lignes de dialogue en fonction de notre réputation. Ils ont surtout constaté que les PNJ n'étaient pas toujours tournés comme il fallait et que l'hologramme de Ruto renvoyait des ombres. D'ailleurs à ce sujet, ils ont eu un bug sympa qu'ils ont appelé le fantôme de Grimex. Pour afficher un hologramme, ils placent le volume d'un PNJ mais ne le font pas apparaître. Sauf que celui-ci apparaissait quand même quand on l'éclairait avec une lampe torche. Ils sont également en train d'équilibrer l'apparition d'événements aléatoires qui pourront nous sortir des sauts quantiques, comme un astéroïde ou des pirates. Ils veulent que ces événements soient plutôt rares pour vraiment nous surprendre.
Concernant les vaisseaux, ils ont abordé plein de sujets. Il y avait des bugs sur les animations des vaisseaux de la série 300, sur le train d'atterrissage du Vendôme Glaive et sur l'intérieur du Herald où on pouvait s'étouffer. L'équilibrage des boucliers est en phase de test sur tous les vaisseaux. Ils vérifient leur puissance, leur taux de recharge, leur vitesse de rechargement et s'assurent que c'est cohérent avec les autres vaisseaux. Ils ont aussi mis un petit bug sur certains tableaux de bord qui n'étaient pas affectés par les EMP. Le Caterpillar et le Constellation ont également eu des bugs sur leur porte de soute à cause de la conversion de celle-ci vers l'item 2.0. Ils ont aussi vérifié que les vaisseaux se détruisaient bien intégralement et que des morceaux entiers des vaisseaux ne restaient pas suspendus n'importe comment. Mais on va sûrement en entendre à nouveau parler étant donné que ce problème existe depuis longtemps. Concernant les mécaniques de vol, ils ont eu des bugs sur l'ordinateur de bord qui compensaient mal les mouvements du vaisseau et avec des vaisseaux immobiles qui subissaient quand même des turbulences. Pas trop d'informations concernant l'interface des vaisseaux, si ce n'est qu'ils vont mener une 3e session de test et ça devrait être terminé. Sur les performances, on apprend que le code du jeu est feature locked et que du coup, ils peuvent se concentrer sur les corrections de bugs tranquillement pendant quelques temps. Pour reparler du range culling, on apprend que ça a créé des problèmes de désynchronisation, des pics d'utilisation du processeur et des spawns incorrects, donc ils l'ont bien retiré. Le reste de l'émission a présenté le travail en cours sur le vol atmosphérique. En plus du réalisme, ce changement de mode de vol sera utile pour faire varier le gameplay et nous obliger à nous reconcentrer un peu en changeant notre façon de piloter. La première version de ce système, qu'on a vu à la Gamescom 2016, se contentait tout simplement de compenser totalement la gravité et la résistance à l'air, ce qui donnait au vol atmosphérique les mêmes sensations que le vol spatial. Désormais, ces forces ne seront plus totalement annulées par les propulseurs et ça se ressentira, si bien qu'on pourra s'en servir comme laisser faire la gravité au moment d'atterrir. Le vaisseau sera aussi affecté par d'autres forces comme la portance et la traînée. Par-dessus ces forces d'ordre physique qui seront exercées sur le vaisseau, il y en aura d'autres d'ordre climatique, comme le vent ou carrément les turbulences. Tout ça se ressentira lors du pilotage et ça sera plus difficile de piloter contre le vent. Sa présence et celle des turbulences variera selon l'altitude. On en trouvera peu en haute altitude, de plus en plus en descendant, mais pas au sol, et ce sera à nous de compenser tout ça en pilotant. Là encore, l'aérodynamisme et le poids joueront un rôle important. Il se peut que votre Merlin ou votre Dragonfly ne soit pas super à l'aise dans des turbulences, et un Gladius sera plus à l'aise en atmosphère qu'un Aurora. De même, si votre vaisseau est endommagé et perd une aile, cela affectera son centre de gravité, et ses propulseurs auront beaucoup plus de mal à le tenir en vol. La densité des atmosphères rentrera aussi en compte. D'ailleurs, l'équipe de test a d'abord pensé avoir trouvé un bug quand ils ont vu les vaisseaux aller beaucoup plus vite sur Yela que sur Daymar. Équilibrer tout ce système est apparemment difficile, déjà parce que c'est fastidieux, c'est beaucoup d'allers-retours entre l'équipe de test et les développeurs proprement dit. Pour eux, c'est beaucoup de petits ajustements de fichiers XML contenant des données de vol. En fait, la difficulté est plus d'ordre de l'équilibrage que de la technique. Ils savent parfaitement comment faire, mais ce qu'ils devraient faire est encore un peu nébuleux. C'était pas rare pour eux de se retrouver avec des vaisseaux dont les mécaniques de vol étaient totalement déréglées et qui étaient impossibles de faire voler dans l'atmosphère. Ils doivent réussir à trouver le juste milieu entre des mécaniques de vol réalistes et trop chiantes et des mécaniques de vol assez fun à jouer. Et pour ne rien arranger, les retours des joueurs et de l'équipe QA sont, et c'est plutôt normal, peu précis sur ce qui ne va pas dans le modèle de vol. Pour la suite, ils vont essayer d'intégrer réellement les tempêtes qu'on a vues à la CitizenCon 2016, et ils vont voir comment ça pourrait affecter les conditions de vol. Ils veulent améliorer les effets visuels sur les traînées des réacteurs et mettre ce qu'on appelle des disques de Mach sur les traînées des vaisseaux. Aussi, Chris Roberts aimerait que les ailes de nos vaisseaux puissent se briser si on vole n'importe comment, mais si on en croit les développeurs, ça sera plutôt compliqué. Enfin, ça doit pas être trop la joie chez CIG en ce moment, car Crytek vient de porter plainte contre eux auprès de la Cour de Californie. Crytek reproche 5 choses à CIG. La licence que CIG a achetée à Crytek valait pour un jeu, et CIG compte vendre Squadron 42 séparément de Star Citizen. CIG était également obligé de ne pas changer de moteur de jeu, et c'est ce qu'ils ont fait en passant sur le Lumberyard d'Amazon, qui est lui-même un fork du CryEngine. CIG était apparemment obligé d'afficher le logo du CryEngine au lancement du jeu, ce qui n'est plus le cas depuis le passage sur le Lumberyard. CIG était censé contribuer à l'amélioration du CryEngine en fournissant à Crytek les corrections de bugs et les améliorations du CryEngine faites pendant le développement. Enfin, CIG a partagé le code du CryEngine avec des tiers en fournissant du code à Faceware Technology, en montrant du code dans l'émission Bugsmatcher, et ils n'en avaient pas le droit, sauf que c'était peut-être du code du Lumberyard d'Amazon. Clairement pour Crytek, c'est une manœuvre pour essayer de remplir la caisse avant de couler parce qu'ils vont mal depuis des années, mais à mon humble avis, ça veut pas dire que c'est sans danger. Pour cette affaire, Crytek a fait appel à Skadden, un des cabinets d'avocats les plus prestigieux des États-Unis et qui a défendu ZeniMax contre Oculus à partir de 2014. Ça s'est terminé en 2017 avec un jury qui a décidé qu'Oculus devait reverser 500 millions de dollars à ZeniMax pour violation de copyright et violation de clause de non-divulgation. Comme je l'ai dit, Crytek va mal depuis quelques années, mais s'ils tentent une manœuvre pareille, c'est qu'ils doivent être sûrs de leur coup. Du côté de CIG, ce sera probablement Ortwin Freyermouth et Carl Jones qui seront chargés de défendre CIG. A noter que ces deux personnes sont justement celles qui ont mis au point le contrat signé à l'époque par CIG et Crytek, sauf qu'à l'époque, ils travaillaient pour Crytek. Sur les 5 points dans ce plan Crytek, il faut reconnaître que 3 sont assez fondés. Nous-mêmes les backers, on est les premiers à dire que le jeu ne tourne maintenant plus sur le CryEngine, mais sur le Lumberyard d'Amazon, et que Star Citizen et Squadron 42 sont bien deux jeux séparés. Donc ouais, je bosse pas dans le droit, mais je pense que dans cette histoire, CIG va y laisser des plumes. Beaucoup, pas beaucoup, mais ça m'étonnerait que Crytek leur demande un dollar symbolique. Toujours sur le même sujet, Leonard French a fait une vidéo sur le sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat américain qui parle justement des affaires concernant les jeux
vidéo et la high-tech. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui est vraiment intéressante. Petit disclaimer, il précise avoir acheté un pack à 60 $ il y a quelques années. Il attend de voir ce que le projet va donner, il espère que ça va marcher, mais il n'est pas plus investi que ça. Pour résumer, il estime qu'il y a bien une rupture de contrat de la part de CIG, ce qui n'a rien de trivial. Mais selon lui, plusieurs choses. Il ne faut pas se fier au ton très alarmant du document, c'est courant dans ce genre de procédure. Rien ne veut dire dans ce qui est écrit que le projet est condamné. La violation de copyright serait, selon lui, moins fondée que celle pour rupture de contrat, ce qui réduirait la somme que Crytek pourrait demander. La longueur de la plainte, 15 pages, serait ce qu'on appelle une notice pleading, et ça aurait généralement pour but d'éviter un procès et d'arriver à un accord à l'amiable. Il dit estimer savoir ce que veulent faire les avocats de Crytek et pense qu'ils vont vouloir trouver un accord à l'amiable hors tribunal, faire payer CIG et affaire classée. Il pense que si ça va jusqu'au procès, ça prendra beaucoup de temps et que c'est pas l'objectif recherché. Ce qui colle avec le fait que Crytek est pas en grande forme et a certainement pas les épaules pour s'embarquer dans un procès de plusieurs années. Après, il a lu que la plainte, et tout comme nous, il a pas eu le détail du contrat signé entre CIG et Crytek. Pour parler d'un sujet plus enthousiasmant, durant la semaine, CIG a publié une newsletter concernant Squadron 42, et voilà les dates à retenir. Mercredi 20 décembre, un teaser avec Mark Hamill sera publié sur le site d'IGN, et c'est à partir de cette date qu'on pourra s'inscrire à la newsletter de Squadron 42 sur le site de CIG. Oui, il y aura bien 2 newsletters séparées. Et le lendemain, jeudi 21 décembre, l'émission Around the Verse sur Squadron 42 sera diffusée sur Twitch de 21h à 23h, heure française. Enfin, le nombre de bugs est passé de 240 à 176, ce qui fait 64 bugs en moins, 22 critiques, 27 élevés et 15 modérés. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les citoyens.